Est-ce que le cinéma, pour vous, c'était mieux avant? Allez, salut, j'y vais. Que Harry Potter, avec ce reboot, est très malvenu. Mais moi, je chéris les gens qui ont des couilles de ne pas faire les suites. Là, je pense à Robert Zemeckis avec ses Retours vers le futur, ouais. qui se refuse de faire des suites. Et moi, je le remercie parce que je me dis, mais il faut pas faire de suite. Étant donné que ça ne marche pas, puisque les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes, pourquoi il n'y a pas cette remise en question alors du coup? Eh ben, silence radio, les mecs, je sais pas ce qu'ils font en réunion, je sais pas. Bon, les gars, je propose qu'on passe à un sujet différent. Il y a David qui nous a rejoint là, ouais, à l'instant. Donc, je vais le rajouter. Et puis, on va passer à un autre sujet. Hop. Salut David, tu nous entends? Très bien. Vous m'entendez? Salut. Ouais. Bonjour David. Bonjour, petit étranger. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Est-ce que tu peux te présenter du coup, David? Alors David, 34 ans. Non, je plaisante. David, 40 ans déjà. Il les fait pas. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, fan de la vie. Voilà, fan de la vie. J'aime la vie, j'aime danser la vie, j'aime chanter la vie. Je n'ai qu'amour. Et je suis fan de ciné, je suis fan de musique, je suis voilà, j'aime le sport, j'aime faire, on va dire, des escapades après un morceau de poulet qui m'a tué le ventre, justement sur voilà, avec mon ami à côté. Voilà. Ah ouais. Non, voilà. Donc globalement, puis j'ai une petite chaîne YouTube. Voilà, où j'ai parlé très long pendant maintenant 3 ans. J'avais ouvert ça pendant le Covid. Ouais. J'écoutais beaucoup de gens, comme vous, je pense, sur YouTube. Et puis à un moment donné, je me suis dit bon, j'ai l'installation, j'ai le matos, j'ai peut-être des choses à dire. Et puis voilà. Donc C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Je la mettrai dans la description. Directflix. Directflix. Ok. Ouais. C'est comme Netflix, mais sans direct. Et t'as plein de trucs. Ouais. T'as toujours été fan de cinéma depuis que t'es petit? T'es Ouais. là-dedans? Très, ça fait très longtemps. Je pense que c'est venu aussi par rapport à la musique, puisque mon père était musicien et il m'a fait découvrir des compositeurs comme Maurice Jarre, comme Vangelis, donc qui étaient des compositeurs aussi de musique de film. Et puis à partir de là, il m'a fait découvrir John Williams, enfin voilà, Ennio Morricone notamment aussi. Et donc forcément, ceci amène cela, où quand tu commences à avoir l'âge de découvrir tes premiers westerns, des premiers voilà, et tu kiffes. Donc voilà. Bah, écoutez les gars, moi j'ai une première question par rapport au cinéma justement. Je voulais vous poser la question. Est-ce que le cinéma pour vous c'était mieux avant? Allez, salut, j'y vais. C'était court, David. Je sais pas, je réponds le premier ou je sais pas. À toi l'honneur, vas-y. Allez, vas-y, à toi David. on t'écoute. C'était le dernier arrivé, vas-y. Ouais, c'était vraiment mieux avant. Là, pour le coup, je rigole pas. Je vais être tellement premier degré sur ce sujet. Mais non, franchement, on évolue. Moi, je dis toujours, et Rémi le sait, on évolue avec notre époque sur pas mal de choses, que ça soit différents sujets, voilà, que ce soit la technologie, que ce soit énormément de choses. Aujourd'hui, même la façon de vivre notre vie, notre hygiène de vie, tout ça change, on va dire, globalement. Mais notre façon de nous divertir, parce que le cinéma est un divertissement. Déjà, il y a un gros problème pour moi, c'est qu'il doit être accessible à tous, en tout cas au plus grand nombre. Et à 15 € la place aujourd'hui, ça devient compliqué. Oui. Donc, déjà, il y a ce problème. Ensuite, il y a le contenu, c'est-à-dire les œuvres cinématographiques, les films qu'on nous propose, ou alors les produits. Ça dépend comment on voit ça. Et puis maintenant, les canaux de diffusion multiples, services de VOD, streaming, plateformes, en veux-tu, en voilà. Et puis les supports de diffusion, c'est-à-dire aujourd'hui, tu peux regarder ça sur une tablette, un PC, un smartphone, voilà, une télé 4K si tu as l'occasion. Et puis le cinéma, réellement, en fait, il passe en dernier.
Donc, et puis les mentalités ont changé aussi après le Covid. Voilà, les gens ont globalement changé leur façon de consommer différemment. Comme les studios ont drastiquement aussi changé la façon de faire du cinéma. Donc, et comme le cinéma indépendant aussi dépend du financement des gros blockbusters et des gros studios, bah forcément, en fait, on a une répercussion, on a une grande différence de qualité. Ces dernières années, on peut compter sur 5 ans, sur les doigts d'une main, je pense, vraiment des films qui vont compter encore dans 10-15 ans. Ouais. Et globalement, la plupart des films qui sortent actuellement, même si c'est avec des têtes d'affiche, ils faisaient vendre du ticket avant, et qu'on retrouve aujourd'hui sur des plateformes, bah, ça fait vendre du clic, ça fait vendre de la vue, ça fait vendre du stream, ça fait éventuellement vendre un abonnement. Mais est-ce que c'est le cinéma qu'on a envie de voir? C'est ça, tu vois? C'est ce cinéma-là, ce cinéma qui me faisait rêver, qui me faisait, aller dans un autre monde imaginaire, tu vois? Le cinéma fait travailler l'imagination, comme la musique et cetera. D'ailleurs, s'il y a des artistes, à chaque fois quand on interroge des artistes qui ont travaillé dans les effets spéciaux, qui ont travaillé après même dans les maquettes en miniature et cetera, il y a toujours une œuvre cinématographique qui les a transcendés, bouleversés et qui se sont dit: «Ah, c'est ça que je veux faire». Donc notamment Jurassic Park, tu vois? Avec de Steven Spielberg. Ça a été un tournant, on va dire, dans le cinéma. Premiers effets numériques réels, combinés de l'animatronique, et il y a plein de gens qui ont découvert une passion et disent: «Je veux faire ci, je veux faire ça», grâce à ce film. Et il y a eu plein d'interviews de gens très qualifiés et hautement qualifiés dans le métier, que ce soit à Hollywood ou dans le cinéma européen, qui globalement, ont démarré aussi avec des réalisateurs comme Spielberg, voilà, qui créaient des choses, qui se renouvelaient sans cesse, qui apportaient quelque chose. Chacun avait Spielberg, il a touché à tout, tu vois? On peut pas dire que, par exemple, il a vraiment touché à tout. Le film d'auteur, le film dramatique, le film de science-fiction, le film de guerre, le film de genre, le film de fantastique, le film d'animation même. Il a vraiment touché à tout, quoi. Et réellement, tout le monde avait une patte après, globalement, enfin, voilà, tu parles de Francis Ford Coppola à l'époque, de Martin Scorsese, de George Lucas, mine de rien. Tu imagines? Rien que ça, et George Lucas, quoi, comment il a bouleversé la totalité de tout, quoi, Non, mais c'est dingue. en matière de numérique, d'effets, on serait même pas là sur StreamYard s'il y avait pas George Lucas. Ouais, je veux dire, non, mais c'est vrai, Je serais pas né sans George Lucas. mais ouais, non, mais donc non, Le non, je pauvre. pense que Le pauvre George Lucas, putain. ah ouais, aujourd'hui, ouais. Ah, il Mais doit se retourner là, punaise. ah bah, ouais, il doit se retourner, dans son sommeil. Mais Pas encore dans sa tombe. voilà, pas encore, hein, attention, je précise. Mais voilà, et je peux en citer plein d'autres, hein, après, voilà, il y a eu des nouvelles vagues, des David Fincher dans les années 90, des choses comme ça qui ont marqué aussi les esprits sur certaines œuvres, mais qui aujourd'hui sont cantonnées à du streaming. Ça fait pitié, en fait, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont la créativité, quand ils sont bien entourés, qu'ils ont un bon scénariste, ils ont un bon producteur, ils font des merveilles. Quand tu les vois après arriver sur le service de streaming, c'est une catastrophe. Donc on voit bien qu'il y a un problème, en fait, de la façon dont on fait les films, dont on les conçoit. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai aussi un problème aussi avec tous ces youtubeurs, heu qui ont pignon sur rue, qui font aussi, qui vont pas juste pas ceux qui font que des critiques ciné, tout ça, c'est pas ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais des gens qui émergent d'une certaine génération qui vont soit te décrédibiliser tous les films fantastiques ou de science-fiction qui sont sortis en disant: «Ouais, mais alors ça, c'est pas réaliste». Mais ta gueule, en fait! Parce que c'est un film, en fait. À la base, c'est un film pour rêver. C'est un film pour, Interstellar, on s'en fout que ça soit pas réaliste ou pas, tu vois? Interstellar, ça fait kiffer, ça te transporte, voilà, Alien, ça te transporte, enfin, je veux dire, il y a plein de films comme ça.
Et puis, puis ça crée des icônes aussi, le cinéma. C'est ça que c'est important. C'est les icônes qui nous font évoluer, qui nous font rêver, qui nous font avancer. Il suffit de voir Rémi, il y a Bruce Willis à côté de lui, quoi. Donc, tu vois, sur son mur. Non, mais J'ai tu cru vois, citer John Rémi en tant que McTiernan, icône. voilà, c'est ça. Mais John McTiernan a créé Bruce Willis. Il a créé John McClane. Donc, il a créé des icônes qui, on en parlera encore dans 15, 20, 30 ans. Donc, comme Schwarzenegger a créé sa propre légende, comme Stallone a créé sa propre légende dans le cinéma d'action movie, même à un autre niveau, mais tout autant Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme, enfin vraiment par leur parcours, par leur histoire, ils ont créé en fait des choses et ils ont créé parce que le cinéma avait encore énormément à donner, énormément à créer. Aujourd'hui, sincèrement, quand on voit une ressucée de scénario où on change un peu de personnage, un peu de ceci, un peu de cela, et souvent, je pense qu'on a tous vu des productions Netflix, Apple TV ou Amazon. Bon, on regarde le synopsis, on s'est dit, bon, c'est pas l'air très nouveau, mais bon, il y a Anthony Mackie, il y a Sébastien Stan, regardons, tu vois. Mais voilà, ça permet de, je trouve, aujourd'hui, le cinéma permet on va dire, pendant 2 heures, d'échapper un petit peu à son quotidien. Voilà, c'est tout ce que ça procure aujourd'hui, je trouve. Voilà. Je vais laisser la parole à vous. Je vous écoute, mais je suis là dans 30 secondes. Voilà. Mais c'est très juste, je pense, ce que dit David, parce que j'ai l'impression qu'avant, il y avait une course à la créativité. Et aujourd'hui, c'est plus une course à la rentabilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'avant, on n'essayait pas d'être rentable, hein, tu vois, on n'essayait pas de faire du pognon avec le cinéma, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui motive principalement le studio, c'est juste, en fait, de faire son argent. Et tu le vois avec Marvel, en fait. Tu vois, tu reprends une franchise, tu la pompes à mort, tu fais un 2, un 3. On parlait de George Lucas, c'est ce qui arrive à Star Wars. Tu vois, on est passé d'une licence où, en fait, tu faisais un truc hors norme, plein de créativité, où tu as une histoire, quoi. À l'image du Seigneur des Anneaux, en fait, tu rentres dans un monde, vraiment, un monde particulier. À un truc où, en fait, tu pompes juste le monde de base et, en fait, tu te dis, je vais faire du pognon dessus. Il faut juste que ça tienne en 2 heures. Ce qu'ils ont fait aussi avec le Seigneur des Anneaux, malheureusement. Avec la série Les Anneaux de Pouvoir, mais Oh là. je crois que j'ai même pas regardé la moitié de la saison 1 et j'ai pas voulu regarder la guerre des Rohirrim parce que j'ai appris déjà que le personnage principal dans les textes a même pas de prénom, tellement il est inexistant de base. Et ils nous ont sorti un truc juste pour moderniser, pour qu'il y ait une frange de la population qui puisse s'identifier, machin. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, excuse-moi, David, c'est ça? Ouais. Oui, ça rejoint ce que disait David sur le fait que c'était fait pour rêver et s'identifier, le cinéma. En fait, en voulant permettre à plein de gens de s'identifier, j'ai l'impression que plus personne ne peut plus s'identifier à qui que ce soit. En tout cas, moi, je me retrouve dans très peu de personnages de séries ou de films maintenant, quoi. Ah ouais, complètement. C'est pour ça que, par exemple, des productions comme Stranger Things, qui sont des créations originales pures, là, pour le coup, des frères Duffer, c'est peut-être une des seules productions qui aujourd'hui était toujours attendue. C'est toujours un événement parce que c'est une production qui prend son temps. C'est une production qui prend son temps. Ils ne sont pas à l'affût de la 2e saison, de la 3e saison, l'année d'après, et l'année d'après, et encore l'année d'après. Donc, il prend son temps, il fait grandir ses personnages, il trouve, on va dire, des points de vue, des angles d'attaque. Bon, là, ça va être la 5e et dernière saison, et c'est même très bien. Je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi que ça se termine. Moi, les saisons à 10 saisons, 11 saisons à rallonge, j'en peux plus. Moi, moi les trucs comme ça, je préfère limite des mini-séries, tu vois. C'est un peu comme pour les animés. Moi, j'ai l'impression que dès que ça dépasse la centaine d'épisodes, c'est trop. Oui, au final, c'est ça. Les séries tombent dans le même écueil. Hein. Donc, mais Stranger Things, pourquoi ça fonctionne? Parce que ça a aussi ça a énormément de clins d'œil, énormément de connotations par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Pour beaucoup, les Goonies, voilà, E.T., ça, il y a énormément de choses, il y a énormément de références clés, on va dire, que ces cinéastes-là ont apporté. En plus, il y a une pop culture intégrée dedans.
tu vois, on va dire, voilà, avec à la fois, tu as des références à Star Wars, tu as des références à de l'heroic fantasy, donc, et tu disais une chose très juste d'ailleurs, en disant on arrivait à s'identifier à travers soit des acteurs qui, du coup, soient musclés, voilà, qui apportaient une dose de masculinité, voilà, importante à l'écran, et qui l'assumait, hein, voilà. Aujourd'hui, on a envie de dire que tout ça, c'est toxique, hein, bande de woke. Donc, donc voilà. Et un petit coucou à nos amis. Mais mais pour le coup, c'est on arrivait même à s'identifier à des personnages d'Heroic Fantasy, des personnages qui n'existaient pas, des personnages comme Star Wars. Enfin, il y a des gens qui s'identifient à Chewbacca quand même. Tu vois, déconner. non mais c'est vrai, c'est des gens qui s'identifiaient à Yoda. T'es pas si poilu que ça, David. De quoi? Mais voilà, si on parle du Seigneur des Anneaux, par exemple, Seigneur des Anneaux, pourquoi aujourd'hui le retour est complètement un échec? Parce que la série, ils ont la moitié des droits. Je l'ai toujours dit, hein, sur ma chaîne, Rémi le sait, tout ça. J'ai dit, tu pars d'un constat où tu as la moitié des droits pour pouvoir faire un truc à 800 millions d'euros. À un moment donné, il y a une couille dans le potage. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA ou je sais quel bac plus 5 en école de commerce pour comprendre qu'il va y avoir un problème. Tu dois avoir un connard qui s'est dit la moitié des droits c'est pas grave, ça suffit pour reprendre la trame et puis on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. C'est ça. Ouais. Ah, c'est ça. Et puis finalement ça n'a pas été ça. Et puis après le film d'animation, ouais, c'est une catastrophe. Enfin, donc tu dis le retour du Seigneur des Anneaux se fait par de l'animation. What? Puis déjà rien qu'à voir la bande-annonce, une forme d'animation voilà, particulière aussi quoi. Elle était pas belle. Ça aurait pu. Tu vois, tu prends l'adaptation des Castlevania en animé. Moi, je les trouve absolument génial. Hein. Franchement, au niveau des images et tout, ils se sont fait chier. Même les scènes de combat avec les effets d'explosion, tout ça qui sont vraiment dessinés. Je me dis, bon, ils auraient fait ça. Ça aurait pu être satisfaisant. Encore que je trouve que l'univers du Seigneur des Anneaux, il appelle plus à une imagerie réelle qu'à du dessin, quoi. Enfin, et puis après, je vais pas pouvoir non plus critiquer spécialement cette œuvre parce que j'ai pas eu envie de la voir et je l'ai toujours pas regardée. Je pense qu'il faudra quand même que je m'y colle à un moment. Moi, j'ai regardé 20 minutes. Mais il y a cette histoire aussi selon laquelle au niveau des droits, il faut qu'ils produisent une œuvre de temps en temps, sinon ils les perdent. Enfin. Oui, mais à quel moment ça te dispense de faire quelque chose de bien et qui colle à l'œuvre originale, en fait. C'est déjà ce que j'avais reproché au Hobbit. Le Hobbit, il n'y avait pas de quoi justifier 3 films de ce petit bouquin. Et il y a des personnages qui n'avaient rien à foutre là. Legolas n'apparaît à aucun moment dans le Hobbit. Par exemple, l'histoire d'amour à la con entre Thorin et Cutchen et l'elfe, là, c'est pareil. Rien à foutre là. Dans le livre, elle n'y est pas. Il y a en fait des libertés qui alors après, quand on est profane, qu'on n'a pas lu, qu'on connaît pas l'univers, je comprends que ça puisse être un bon divertissement. Mais enfin, ils ont poussé le vice jusqu'à ce que un des nains soit entièrement en image de synthèse, là, celui qui débarque sur son sanglier. Enfin. Non, mais je pense que tu sais, même que tu sois profane ou juste fan de divertissement ou de l'œuvre de Peter Jackson. À chaque fois, je confonds Percy. C'est pareil. Là, qui jette la foudre, hein, attention. Donc, mais aujourd'hui, tout le monde est quasiment unanime pour dire que The Hobbit, déjà a mal vieilli dans son histoire, dans tout, dans son approche, dans sa façon d'avoir été fabriqué également. Parce que Peter Jackson, comment il a pensé en fait déjà sa première trilogie, il l'a pensé depuis très longtemps. Ouais, et il a travaillé en pré-production depuis très 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 longtemps et en fait ça se ressent à l'image. Et c'est ça que je veux dire, c'est ça se ressent à l'image, c'est que ouais, il y a des effets spéciaux, mais quasiment l'intégralité de tout ça a été fait dans le dur, a été fait à l'ancienne. Oui. Quand tu vois les orques, tu vois des orques. Les costumes des Urukai. Tu sais qu'ils sentent mauvais les orques, tu vois, tu les vois, tu sais qu'ils sont mauvais.
Ouais, et tu referais la 4DX aujourd'hui avec les mêmes images, tu mettrais des odeurs nauséabondes dans les cinémas, tu vois, dès que tu vois les orques. Mais c'est ça, et en fait, je trouve qu'il y a il y a aussi le sens du détail qui en downgrade. Ah oui. Tu vois des gens qui sont censés être au Moyen-Âge, ils ont des dents ultra blanches. Ah bon, oui. J'arrive pas à comprendre le délire, en fait, déjà. Ouais, Tu mais vois, c'est- des trucs comme ça. tu disais que ça suivait l'évolution de la société, le divertissement, tout ça, mais les gens ne sont plus attentifs aux détails. Ouais. Enfin, le nombre de Oui. fois où tu vois, ou même tu le subis directement, des gamins qui te marchent sur les pieds, qui se rendent même pas compte qu'ils t'ont bousculé, et personne va leur apprendre, en fait, à faire attention. Je me promène des fois, quand je rencontre de nouvelles personnes et que je marche dans la rue avec, ils sont surpris de voir que je regarde tout, en fait, que je vois tout, t'es hyper observateur. Non, en fait, enfin, je regarde. Je regarde où je mets les pieds, je regarde en l'air, je regarde à droite, à gauche, j'observe tout. En fait, je prends toutes les infos qu'il y a à prendre dans le paysage. Et c'est des gens, tu vas regarder des films d'horreur avec eux, ils vont pas voir la petite apparition dans un coin qui va laisser présager ce qui se passe dans la scène d'après, etc. Ils sont comme ça. Ouais. Voilà. Ouais, ils ont des en œillères. fait, ça leur gâche presque le film d'être aussi peu observateur. Et du coup, le cinéma se met au niveau aussi, je pense. Oui, et puis je pense de manière générale, est-ce que nos standards n'ont pas baissé aussi, de manière générale? Parce que tu vois, on fait un peu partie du problème, on consomme un peu ce qu'on nous fout sur le C'est nez. vrai. Il y a un truc que tu disais qui était intéressant au niveau des séries. Tu parlais des séries à rallonge, là, maintenant on fait 11 saisons. Aujourd'hui, on pense plus les choses comme un tout. Tu vois, on fait une saison, puis on regarde si ça fonctionne, on refait la deuxième, on refait la troisième, tu vois. Et seulement après, on se dit, il va falloir arrêter au bout d'un moment, mais comment on va terminer ça? Je te prends un exemple. Breaking Bad, moi, c'est une série que j'adore, parce que j'ai l'impression, Ouais. voilà, j'ai Ne l'impression la qu'elle a été critique pas, pensée, hein. elle était pensée en un bloc. Donc, tu vois, c'est pour ça, elle a une super fin, enfin, un début, enfin, voilà, tout est parfait dans cette série. Mmh. Et des fois, j'adore les séries, tu vois, je regarde des séries. La Casa des Papel, par exemple. J'ai adoré cette série, les premières saisons. Et après, ils ont vu que ça rapportait à mort et se sont dit, bon, tiens, on va en refaire une. Mais on fait partie du problème. Il faut pas qu'on regarde ça. On a eu une fin. Elle était là, la fin. Et en fait, on se dit, oh, on va les voir par curiosité. Mais eux, ils prennent ça comme, une validation, tu vois. Je pense qu'il y a aussi ça en partie. En Ouais, fait, mais c'est enfin, qu'on aille voir. Pardon. J'allais dire qu'on aille voir la deuxième saison encore, bon, tu vois, mais par contre, que quand ils nous en pondent une troisième, on arrête. C'est vrai qu'il y a de ça. Ouais, ton raisonnement est très juste parce que nous sommes des consommateurs. C'est une industrie. Donc, moi, je fais toujours l'image typique, en fait. Par exemple, je prends n'importe quel groupe industriel, que Danone, tu vois, Nestlé, tu vois, peu importe. Et je me dis, chaque jour, ils pensent à un nouveau produit marketing, une nouvelle purée mousseline, un nouveau truc, tu vois, un nouveau bifidus actif, tu vois, qui va te nettoyer l'estomac et tout, comme ça. Parce que t'as le stress des examens. Ouais, voilà. Mais on va te faire un beau package, tu vois, avec une belle publicité, avec un beau truc, etc., qui va donner envie de consommer ce nouveau produit. C'est exactement pareil pour une série. Aujourd'hui, le but, c'est que tu prennes non pas le yaourt à l'unité, mais que tu prennes le yaourt par 12. Tu vois, le gros pack, c'est de prendre le pack par 12. Vous voyez où je veux en venir? Et une fois que tu as consommé le bifidus actif par 12, putain, c'était bien bon quand même. J'ai bien envie d'en reprendre quand même. Et oui, c'est ça. Mais C'est ça le truc. Et en fait, les séries se consomment comme ça aujourd'hui. Et les gens qui font des séries, qui sont aussi forcément bien pieds de nez, ils ont pignon sur rue sur l'industrie aussi cinématographique. En fait, quand tu vois les nouveaux directeurs artistiques ou ceux qui pilotent les machins, etc., comment ils réfléchissent en série? Ils réfléchissent pareil en film. Ah, on a fait un film, ça a rapporté 500 millions, on va faire la suite. Et bien sûr. Elles ont ni queue ni tête, les suites, des fois. De films avec une histoire de bout en bout, j'ai l'impression. Enfin, ou en tout cas, ils sont minoritaires, quoi. Exemple, Disney+. Bon, on va prendre Disney+, on va prendre une des séries qui a cartonné, qui a été récompensée pour je ne sais plus combien
très émis, c'est Shogun. The Acolyte. Ah non. Ah, Shogun. Ça, on en parlera. Mais Shogun. Bon, critique élogieuse, critique retour public élogieuse. Globalement, dans son ensemble, tout le monde était satisfait, même s'il y a toujours à redire, voilà, parce que rien n'est parfait, mais peu importe, globalement, pour une production Disney+, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une production de qualité comme ça, d'accord? Où ça respecte le fait que tout le monde parle japonais, machin, etc. Déjà, ça, c'est des détails. Mais c'est des détails Pour qui comptent. l'immersion. Exactement. Quand tu les vois en immersion sur une île au Japon, tu vois qu'ils se les caillent, machin, etc. Ils ont le minimum syndical pour pouvoir chauffer, etc. Tu vois qu'ils sont sales. Bon, ils n'ont pas, tu vois, je sais pas, ils sont pas bling bling, quoi, tu vois, ils respirent pas la rose, quoi. Donc globalement, déjà ça c'était cool. Et puis ça a été adapté du roman, comme la première version avec Richard Chamberlain. Ok. Bah, ils vont faire une suite, mais le roman il est fini, donc ils vont créer une suite par Donc, rapport. le roman, il s'arrête à la fin de la saison 1? Oui. Ouais, de Shogun, oui. Mais moi, je voulais savoir la suite. Bah, tu vas la savoir la suite, mais tu vas la savoir, donc du coup ils vont la Elle va être créer. inventée, quoi. Inventé, total, voilà. Ou alors, ils vont l'appeler Shogun et puis ils vont partir sur une autre dynastie japonaise, peut-être. Tu sais, ils peuvent partir et faire un saut dans le temps ou j'en sais rien. Hein. Je dis ça, vous savez, commence à avoir l'habitude. Mais Les bien sûr, scénaristes à Hollywood. mais non, mais c'est. Mais en tout cas, ça, en fait, t'as le créateur qui dit non, on l'a pensé comme une saison, on a fait le bouquin de bout en bout. Ça peut être un succès, etc. Non, c'est qu'une seule saison. Juste trouver nos 3 autres semaines bouquins, après, alors. saison 2. Allez hop. Voilà. c'est abusé. Mais c'est comme ça aussi, enfin, un peu partout dans les films. Mais moi, je chéris les gens qui ont des couilles de ne pas faire les suites. Là, je pense à Robert Zemeckis avec ses Retours vers le futur ouais. qui se refuse de faire des suites. Et moi, je le remercie parce que je me dis, mais il faut pas faire de suite. Parce Il que va te ruiner l'expérience. Hein. Mais voilà, c'est comme ça que ça te marque à jamais. Une œuvre te marque à jamais. Tu fais pas Titanic 2. Il y a qu'un fou qui a fait Titanic 2. Alors, il l'a fait, mais ça a bidé. Et heureusement, d'ailleurs. Et tu vois, tu parlais aujourd'hui, on voit plus les détails, Julien. Tu disais ça tout à l'heure. Je lisais un truc sur Titanic et James Cameron l'autre jour. Et James Cameron, quand il a refait le Titanic, quand il a fait les décors, il a refait les soucoupes en dessous des tasses, à l'identique. Ouais. Et avec marqué, enfin, truc, voilà. L'année et tout, production. Exactement. Et personne ne peut le voir, ça, à l'écran. Personne. Non. Mais tu te demandes, mais voilà. Et c'est ce qui fait un gars qui va marquer l'histoire du cinéma à jamais et un gars qui va produire une merde Netflix que personne ne se souvient. C'est ça. Et quand tu écoutes, en fait, justement, le responsable du décor, de la production design, il te dit, mais pourquoi il a fait ça, James? Je dis, bah, en fait, il avait envie que ses acteurs soient pleinement intégrés dans le décor, qui ressentent qu'on est en 1918, enfin, en 1914. Tu vois, vraiment, il fallait que quand on est dans le Titanic, quand je dis action, c'est-à-dire qu'ils soient dedans. Voilà. C'est Jack et Rose qui ont découvert des machins, etc. Mais ça, très peu, très peu, on se soucie du détail. Il y en a qui sont soit bien vus, et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a encore qui le font, mais pour la particularité, on l'apprend dans les making-of, les machins, etc. Pareil, making-of, ça making-of, c'était un bonus marketing de vente quand on vendait des DVD ou des Blu-ray. Aujourd'hui, les gens, ils s'en battent les couilles des making-of. Totalement. Mais ils s'en balèquent. Sauf quand tu es obsédé par une franchise. Oui. Je vais racheter la version longue du Seigneur des Anneaux, je vais la surfaite là pendant les vacances. Et je vais me la refaire avec les commentaires. Mais c'est ça, mais en plus c'est génial, c'est comme moi là. J'ai eu un petit cadeau à Noël l'intégrale de Game of Thrones, avec tous les bonus qu'il y a dedans, etc. Et ce que ça t'apprend en matière de tournage. Enfin, ça c'est la meilleure des écoles. Au-delà je dirais après d'essayer, de faire des tests en pratique, etc. Mais quand tu es intéressé par le cinéma vraiment de près sur l'aspect technique des choses, comment ils ont fait pour faire la neige, tu vois, le grand mur, enfin, tu vois,
Et tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Et en fait, quand tu regardes la série, tu vois que du feu. C'est là qu'en fait, c'est extrêmement bien fait parce qu'ils avaient cette particularité de prendre leur temps. Tu sais, il y en a, ils disent, oh, c'est du HBO, oh, ça va être quali. Mais ça veut rien dire, en fait. Non, ça veut rien dire. Ça C'est veut plutôt rien dire. la fréquence de sortie des saisons, quoi. Mais tu vois, typiquement, Ouais. là, ces derniers temps, j'ai regardé la série Fallout. Sur Prime. Hein? Prime Vidéo. Sur Prime Vidéo. Ouais. Et bon, j'ai trouvé ça pas trop mal. Franchement, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Je trouve que c'est pas trop empreint d'un quelconque discours idéologique. J'aurais même tendance à penser que ça nuance un peu les discours ambiants. Et j'ai voulu savoir quand sortait la prochaine saison. Et j'ai vu qu'ils avaient commencé le tournage directement après la sortie de la première et qu'ils ont prévu une sortie pour fin 2025-2026. Et du coup, bah, j'ai peur. Parce que je me dis, s'ils avaient 2 ans, s'ils prenaient 2 ans devant eux pour la sortir, c'est à la lumière de ce que tu disais tout à l'heure, David, en fait, qu'ils compressaient les délais maintenant pour sortir les trucs de plus en plus vite. Bah, c'est ça. En fait, là où on adresse maintenant changé, c'est que globalement, on disait, OK, 20th Century Fox, on va mettre en chantier un film. Là, on va mettre James Cameron de côté parce que c'est quand même un truc à part. Hein, parce que tous les projets qu'il a tapés, les Titanic, les Avatar et machin, c'est quand même, c'est le seul qui peut se permettre ça. D'accord? Donc vraiment, pour le coup, je le mets à part. On va parler vraiment de gens qui globalement respectent les délais ou font des délais, on va dire, standards. Mais avant, c'était OK, John McTiernan, on va faire un super film d'action. On va le mettre en chantier l'année prochaine. Tu as 1 an pour faire la pré-prod. OK, yes sir. Ils font son casting, machin, tatati, il écrit le truc et tout. De toute façon, il a déjà son idée, hein, parce que globalement, tu arrives déjà avec une idée. Ça change d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des idées. On cherche un réalisateur. Ouais, allô? C'est toi, c'est un peu ça. Et donc, et puis tu as les réalisateurs qui font même plus leur casting aussi. Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'avant, c'est le réalisateur qui choisissait ses personnages. Féminin, masculin, enfant. Voilà. Aujourd'hui, tu vois bien, tu as Variety, Deadline, le Reporter, tu as des annonces d'acting, mais il n'y a même pas de réal. Et le scénario n'est même pas encore fini. Donc, tu te dis, mais what? Donc, déjà, pour moi, il y a un gros problème à ce niveau-là. Parce que du coup, le réalisateur, il est là pour faire quoi? Pour être un showrunner? Pour être un cadreur, un opérateur, un exécutant? C'est ça que je veux dire. Donc, et John McTiernan, OK, il va travailler plus d'1 an sur sa pré-prod. Ensuite, il dit OK, c'est bon, on met en place le tournage Intel avec Mel Gibson, avec machin. Ils font le tournage. Et une fois qu'ils ont fait le tournage, bah, il y a la post-prod. Montage, machin, etc. Composition de musique, tatati tatata. Tu fais ça, tu n'as toujours pas de date au calendrier sur le film. C'était ça le cinéma avant. Tant que le film, il n'a pas eu un screen test, un machin, un truc, pour dire OK, on va regarder le montage là. Yeah, OK, it's good, yeah, good enough, yeah. En fait, derrière, une fois que c'était OK, ils allaient voir les gars du market, machin, etc. Là, ils plaçaient leurs billes sur un calendrier en disant alors, on a un trou là, stratégiquement, ça peut être pas mal, machin, etc. Et ça partait comme ça. Mais il n'y avait que le cinéma. Mais oui, puis il risquait une partie du pognon aussi pour faire déjà l'ébauche du projet et ils engageaient déjà du fric. Que maintenant, ils veulent plus engager de fric sans être certains d'avoir une rentabilité, quoi. Et parce qu'aujourd'hui, ce sont les actionnaires qu'on souhaite amadouer. Bah, c'est ce que j'allais dire, il y a un actionnariat du cinéma, mais de toute façon, ça s'applique à tout maintenant. Hein. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment que oui, on vit dans une société où le pognon fait sa loi. Et... C'est ça, en fait, ça a toujours existé. Mais avant, tu avais un gros boss, tu avais des exés qui, derrière, avaient à la fois, je m'occupe des actionnaires, ne vous inquiétez pas.
Tu sais, il rassurait les réalisateurs, les Spielberg et tout ça chez Universal. Je m'occupe des actionnaires. OK? Je m'occupe des actionnaires. Mais il faut que ça me parle, moi, artistiquement, si tu veux que je les rassure. C'est-à-dire qu'ils avaient les 2 casquettes, les mecs. Ils avaient les casquettes du businessman, du producteur, du chef d'entreprise, mais ils avaient quand même cette vision pas aussi globale, pas aussi étroite que peut avoir un Spielberg, voilà, un Martin Scorsese ou ce que tu veux, mais ils disaient, OK, si tu veux que je défende ton projet pour rassurer les actionnaires, il faut que ça me parle aussi. Tu arrives à me le vendre, tu vois. Aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Aujourd'hui, tu leur mets un tableau Excel de rentabilité, Mais c'est ça. moins tu mets d'investissement dessus, plus tu as de chances qu'il soit rentable. Et c'est là que tu vois que les œuvres ont plus d'âme, en fait. Oui, bien sûr. Mais alors du coup, étant donné que ça ne marche pas, puisque les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes, on est d'accord? Je veux dire, il y a quand même, il y a quand même des belles cascades, des chutes libres quand même sur certains films. Pourquoi il y a pas cette remise en question alors du coup? Parce que nous, à notre petit niveau à nous, ça nous apparaît à nous comme du bon sens, comme peut l'être la politique, comme peut être plein de choses qui sont de l'ordre du bon sens. Mais pour autant, eh beh, silence radio, les mecs, je sais pas ce qu'ils font en réunion, je sais pas comment ils s'organisent et tout, mais ça doit être les réunions, ça doit être rigolo à voir franchement, hein. Non, mais franchement, ouais, je crois que tu as raison, hein, mon Rémi, De mais la coke sur le cul des prostituées. non, mais Dans du whisky. C'est fou, non mais c'est je veux dire, c'est dingue, quoi. j'aimerais tellement être une petite souris pour savoir ce qui s'y passe parce que sincèrement, moi, j'avais un contact chez Warner Bros. À l'époque. Il me donnait voilà, quelques infos, quelques trucs, etc. Maintenant, il y travaille plus. C'est quelqu'un, je me suis lié, on va dire, un peu d'amitié à distance et qui travaillait à Warner Bros. Discovery en Angleterre. D'accord? Donc voilà, vraiment là où il y a les studios aussi de tournage, etc. Enfin voilà. Et globalement, en fait, aujourd'hui, il suffit de le voir avec. On parlait de franchise, on parlait d'univers, on parlait de saga. Hormis Retour vers le futur, en fait, ils ont niqué toutes nos sagas. Hein. Ah oui, oui. Ah oui. Là. Et attention, il y en a une. Oui, Nicron de saga. Ouais, ouais. Et il y en a une qui est chère, je pense, à beaucoup de gens et chère à beaucoup voilà, de camarades là autour de cette table. C'est le Seigneur des Anneaux. Parce que le Seigneur des Anneaux, ok, la série qui n'est pas vraiment une série, enfin, n'est pas vraiment l'œuvre, machin, parce qu'ils ont fait leur truc de leur côté, ok. Mais là, il y a les films de Warner Bros. Qui arrivent. Mhm. Il y a 2 projets. Oui, Il y a La Chasse de Gollum. J'ai bien compris, hein, ils veulent refaire les mêmes, en fait. Non, La Chasse de Gollum. Et voilà. La Chasse de Gollum. Mais ça a déjà été fait par des youtubeurs, des jeunes en Angleterre. Oui, On mais fait un truc qui dure une demi-heure et qui est très bien. on en a parlé avec Rémi. De toute façon, ça, c'est le genre de projet où quoi. Tu vois, qui attend. En plus, attention, on parle quand même d'une franchise qui a vieilli. Son public a vieilli. Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire, tu vois, Tolkien Mania, elle a vieilli. D'accord? Et puis ça a touché une petite partie de notre génération et ça a touché que notre génération. Exact. Est-ce que aujourd'hui, cette génération, qui est la nôtre, voilà, a transmis à la nouvelle génération au même titre que certains ont transmis du Star Wars? Non, on n'a pas Pareil. fait d'enfants. Mais tu vois, c'est pas pareil déjà. Donc il y a ce côté-là qui est différent, quoi. Et ce qui a rendu vraiment en plus le plus populaire, c'est la première trilo de Jackson. Donc du coup, tout le monde, on va dire, part de ce principe-là, c'est-à-dire que les fondations, c'est la trilogie Oui. de Peter Jackson. Bien sûr. La série, le pouvoir des anneaux de pouvoir, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se colle, on va dire, historiquement, enfin, on va dire de la trame scénaristique, à ce qu'avait fait Peter Jackson. Mais quand ils n'ont pas les droits, ils créent des incohérences. Donc voilà. Ceci dit,
Sauf que là, derrière, c'est pareil. La chasse de Gollum produit. Alors attention, je vais être très clair là-dessus. Peter Jackson n'a rien à voir sur ce projet. Reste producteur exécutif puisque ces personnages qui sont utilisés, c'est lui qui les a créés quelque part en adaptation cinématographique. Donc au niveau contractuel, il va toucher un petit billet, mais il fait rien. D'accord. C'est réalisé par Andy Serkis. Voilà, il va faire à la fois Gollum, à la fois le réal. Bon, si c'était un grand réalisateur, ça se saurait. Hein, voilà, Andy Serkis. Bon, voilà. Et surtout, c'est que Warner Bros a tapoté sur la table parce que sinon, ils allaient perdre des droits cinématographiques. C'est New Line Cinema, mais c'est la même maison. C'est pareil. Donc, à partir de là, c'est ce premier projet. Et ensuite, un autre projet qui s'appelle Les Anneaux. Les Anneaux tout court. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai dit à Rémi, ma main coupée. Mais ils deviennent de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le fait de garder les droits, là. On commence à voir le truc comme une vache à lait, alors que... Mais c'est ça, mais c'est comme pour Star Wars. C'est exactement, c'est le phénomène Star Wars. Mais oui, donc, comme toi, Julien, en fait, j'ai regardé la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, mais j'ai dit à David, ça va, ils vont pas m'avoir... Il faut arrêter. Mais justement, t'as encore anticipé, tu vois, encore avant moi. Tu vois. Moi, j'avais un petit espoir. J'ai vu 3 épisodes de la première, j'ai dit non, c'est de la merde. Je refuse de... C'est pour ça, les mecs, je pense qu'on fait partie aussi du problème, parce que tu disais un truc, Rémi, tu disais, je ne comprends pas pourquoi ils prennent ces décisions-là. Pour Star Wars, quand ils ont sorti les nouveaux, ça a fait quoi? Ça fait 2 milliards, je crois. 2 milliards. Donc premier, il a fait, ouais, c'est ça, quasiment 2 milliards, ouais, comme ça. Et la question se pose pour tout, c'est-à-dire que tu prends les Marvel, ils s'en foutent. S'il y en a un que c'est un échec, bon, c'est pas grave. Quand on ressortira un Spider-Man, ça va le faire, tu vois. Et je pense que c'est la logique de ce qu'ils se disent, en fait. Et c'est toujours plus loin. Enfin, tu vois le dernier avec les trois Spider-Man réunis, là. C'est pareil, il a tapé quoi? Il a tapé 1,5 milliard ou un truc comme ça. Donc, moi, je pense... Non, plus que ça. Ouais, 1,9 milliard. Voilà, mais c'est hallucinant, c'est des chiffres qui sont colossaux, tu vois. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment des échecs pour eux? Bah, je pense pas vraiment, en fait. Je pense qu'ils peuvent se permettre de faire un The Acolyte. Ils s'en foutent, ils testent. Après, ils annulent parce qu'effectivement, on voit que c'est un four monumental. Mais derrière, ils savent très bien que quand ils vont sortir une nouvelle daube, tu vois, il y a forcément des gens qui iront voir ça par curiosité, tu vois. Les Blanches-Neiges, ça serait pareil. Ouais, bah ça, putain, j'attends le four monumental l'année prochaine. Mais par contre, on va prendre justement l'exemple de Star Wars, c'est un très bon exemple. Star Wars, l'épisode 7, quand il est annoncé, avec le retour des anciens, des machins, etc., il est fait d'une telle façon, c'est-à-dire côté storytelling, côté marketing, il est fait d'une telle façon que c'est un véritable événement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment un événement, ce Star Wars numéro 7. Quand il est annoncé, machin, etc. En plus, on te dit DJ Abrams. Bon, du coup, ça rassure un peu les fans parce qu'il y avait déjà eu l'habitude sur la franchise Star Trek, etc. Il avait fait Cloverfield, tout ça. Donc, c'était des petits succès où les gens étaient un peu rassurés en termes de réal, en termes de rendu, etc. Et puis, il y avait toujours George Lucas. Du coup, marketingement, il y avait eu aussi avec la conférence de presse. Oui, parce qu'avant, il y avait des conférences de presse, il n'y avait pas Twitter. Donc, il y avait ça, si, ça change beaucoup, je trouve. Les conférences de presse. Ça, putain, mais je veux le retour des conférences de presse. Arrêtez avec vos tweets à la mort moelle. Ça me casse la tête. Ça, mais je veux une conférence en bon uniforme, protocolaire, conférence de presse, avec des vrais journalistes et pas des vlogueurs, influenceurs, infovolveurs. Voilà, je veux des vrais trucs comme ça. Ça change tout, en fait. C'est-à-dire la façon même de parler de ton film, de comment tu provoques le truc, c'est complètement différent. Et Star Wars 7, franchement, à l'époque, mais c'était incroyable. On était revenu à une Star Wars mania qu'on n'avait pas connue depuis la Revanche des Sith, en fait. Parce que en plus, ce qu'on s'est dit, ça va être aussi énorme que Star Wars, mais avec les effets spéciaux de maintenant. Enfin, c'était ça. Exactement. C'était ça. Et en fait, c'était juste des effets spéciaux. Il n'y avait pas de... Il n'y avait plus le côté épique.
Bah, c'est surtout que l'histoire, malheureusement, en fait, a été un pâle copié à chaque fois de l'épisode d'avant et l'épisode d'avant, Ouais. et hormis le 8. Mais Qui a été sinon, déconstruit juste après. c'est ça. Mais en fait, c'est parce que le projet de base, il avait été pensé. Après, il a été dépensé à cause des réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est un problème, les réseaux sociaux. Ah oui. Ça, c'est un véritable fléau. C'est plus un problème. À ce niveau-là, c'est un fléau. Non, Donc, mais Bah, après, les réseaux sociaux, ils ont sauvé le design de Sonic dans le film. oui. Non, mais tu vois, si on devrait prendre un exemple dans le cinéma. Après, Non, est-ce mais qu'il aurait on devrait fallu un film Sonic? Je suis pas sûr non plus. Non, mais tu vois, si on devrait prendre un exemple dans le cinéma, moi j'en citerai 2, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui à la fois ont râlé pour Sonic et du coup, bah, Sony a écouté et ils ont refait le design. Et tant mieux, parce que c'est vrai que le premier Il design était était à chier, horrible. Il était à vraiment chier, hideux. horrible. Et puis après, il y a des gens qui se battent pour la version d'un réalisateur et au bout de 4 ans, ils arrivent à l'avoir. Et ça, c'est historique, par exemple. Ça s'est jamais fait à Hollywood. Donc, il y a des choses comme ça, mais c'est quoi? C'est 2 cas uniques oui, c'est pas du tout la parmi, en fait, majorité. toute la Mhm. merdasse qu'on peut avoir globalement. C'est-à-dire des gens qui râlent, des gens qui ont la haine, des gens qui sont en colère. Après, ça déborde parce qu'on t'afflige une idéologie au centre même et autour, ensuite, on essaye de greffer une histoire. Coucou les acolytes. Ah oui, Et c'est voilà, donc C'est ce que j'allais dire, putain, ouais. voilà, c'est très mal fait. Et T'as les aujourd'hui, acolytes de Disney, t'as Chaos sur Netflix, et tant d'autres, oui. Bah, en fait, maintenant, ils prennent les licences pour aussi presser les nouvelles générations. Tu vois, on va le voir là. Il y a Aurélie dans le chat qui parlait de Harry Potter, la série Ouais. là. Moi, j'ai peur, hein, parce que je suis ultra fan d'Harry Potter. J'ai lu Bah, moi tous les aussi. bouquins, etc. J'étais la génération Harry Potter, tu vois. J'ai vu les films. Bon, déjà à l'époque, si tu veux, j'étais un peu déçu sur certains films par rapport aux livres. Mais ça passait encore. Et après, ils sont rentrés dans la culture et tu te dis, bon, en fait, non, ils sont bien les films, tu vois. Ouais. Et là, mais j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec la série. Les gens, ils disent, ouais, mais pas de problème, ça va être HBO, ça va être bien, etc. Attendez, les gars, attendez. Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire avec Harry Potter, là. Les animaux Non, mais fantastiques, attends. c'était déjà quelque chose. Ouais, alors, attends. Les gens qui disent, ouais, ça va être HBO, etc. Qui dit ça? Ah bah, t'en entends HBO, c'est un gage de qualité, je leur fais Ouais, confiance, mais etc. Tu vois. qui dit ça? Des gens qui ont notre âge. Les journalistes. Il n'y a plus de journalisme. Le journalisme est mort depuis qu'il y a eu BFM TV, CNews. Le journalisme. Ah, la faux continue, ça a mis la mort. Mais non, mais en fait, c'est ça. C'est tous les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux qui disent ça, justement. Ces fameux arguments en disant ouais, c'est HBO, vous inquiétez pas, ça va être quali. Mais est-ce que c'est la cible pour ce reboot? Ouais. On parle quand même de gamins qui ont entre 9 et 12 ans au départ. Donc, est-ce que c'est la cible? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et à l'époque, la cible, c'était les gamins. Là où bien vu. le bouquin, lui, avait explosé et les films sont arrivés en même temps que le bouquin explosait. Ouais. On était vraiment dans une Pottermania. Là, la C'est Pottermania, incroyable. elle n'y est plus. Il y a toujours, on va dire, voilà, une De l'engouement. transmission sur Harry Potter, il y a toujours un mouvement, etc. On garde une atmosphère Harry Potter, même pendant les périodes de fin d'année. Il suffit de voir dans les Cultura, dans les Fnac, dans les machins, tu vois des rayons Harry Potter, en voiture, voilà, il y a tellement de produits qu'il faut vraiment t'y retrouver. Mais par contre, je trouve que Harry Potter, avec ce reboot, est très malvenu. Et il y a beaucoup, et moi je suis sur un groupe Facebook, c'est le premier groupe fan d'Harry Potter, machin, etc. C'est plus, je sais plus, 500, 600 000 personnes sur, voilà. Mais ils ont les nerfs. Ah bah oui. Ils ont tous les nerfs. Parce qu'aujourd'hui, en plus, Harry Potter, tout est vendu à l'effigie de Daniel Radcliffe, d'Emma Ah oui. Watson, etc. Donc, tout le casting d'origine. Demain, tu vas devoir tout changer. Mais je vous raconte même pas les peu de gamins qui ont à peine des réseaux sociaux, qui vont avoir 12 ans, pour la plupart. Mais sur les réseaux sociaux, ça va être la comparaison et le harcèlement à tout va. Ça Bah va oui. être incroyable. J'en Les suis acteurs, ils sûr et s'accrochent certain. bien.
Ah ouais. Je veux dire que là, l'encadrement psychologique des enfants va être ultra important aujourd'hui en 2025 parce que En plus, c'est des à gamins, là. tu vois. l'époque, c'est ça. Parce qu'à l'époque, pour ceux qui savaient, les gamins, ils tournaient Harry Potter, mais ils avaient aussi des cours en même temps sur le tournage. Ouais. Donc, c'était Ouais, ultra encadré. Ils avaient pris pour moi la personne qui adorait les enfants et qui savait tourner avec les enfants, c'était Chris Columbus. Chris Columbus. Aujourd'hui, ça va être qui? On ne sait pas. Pourquoi? C'est vrai que Parce sur le que c'est un documentaire, produit de commande. Mais dans le cinéma, il y a plein de gens qui Ouais. aiment les enfants très très fort. En politique. Moi, j'ai pas peur. Hein. Ils vont être entre de bonnes mains. Non, mais, non, mais c'est ça. C'est avant, il y a un projet Harry Potter qui est annoncé, mais tout de suite, Warner, ils disent il faut trouver le réalisateur pour ça, pour l'école des sorciers. C'est Chris Columbus qui fait le casting avec Ouais. 35 000 gosses. Combien? 35 000 qui vont passer au vache. casting. Ah ouais. Donc, Et surtout que Harry Potter, quand on regarde le documentaire, c'était le dernier acteur qui leur manquait, je crois. Si je dis exactement. pas de conneries. Ouais. Et Harry Potter, bon, qui est le personnage principal, quoi. Donc Ouais. c'est fou Et de c'est se parce dire, que putain. je pense que c'est tellement plus difficile à le choisir. Je pense que c'est lui qui était choisi en dernier parce que il y a eu tellement de candidats forcément, et puis il y a tellement de pression à pas se courir parce qu'il faut pas se planter. En tant que réalisateur, tu as le directeur de casting, tu as le réalisateur, tu as le producteur, tu as J.K. Rowling Et tu aussi vois, qui est là. c'est Faut dire pas se aussi à planter, quoi. quel point le sens du détail était présent à l'époque, quoi. Mais bien sûr, on le voit de tous les décors qui ont été créés, incroyables, qui sont restés aujourd'hui et qui maintenant font partie d'un parc d'attractions à Londres, et qui vont resservir à l'identique pour la série. C'est-à-dire qu'on va même pas créer de nouveau. Ah bah non, le but c'est de faire des économies. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On fait, qu'est-ce qu'on va pas se casser la tête à refaire le quai de la gare, pas ça fait la tête à faire voilà le quai 9 3/4. On va pas faire, je dirais, l'entrée du château de Poudlard, de la salle commune, etc., etc. Donc tout ça c'est déjà créé en fait. Donc globalement, ils se disent bah on va pas se faire chier, on va reprendre les mêmes et on recommence. Ouais. Et puis ça nous coûtera moins cher. En plus, c'est rentabilisé depuis. Parce que les décors, vu ce que ça nous a rapporté la franchise, ils sont payés. Et vous allez voir, ils vont faire des clins d'œil aux précédents films. À ce qui n'est pas un acteur qui va faire une apparition dans un épisode ou quoi, tu verras, ce sera pas loin. Parce qu'ils vont jouer sur ce côté un peu nostalgique. Ouais, je sais pas ça. Parce que vu les tensions qu'il y a eu avec J.K. Rowling. Ouais, non, moi je pense pas. Malheureusement, en plus de la moitié du casting d'origine est décédé. Donc, Justement, dans Poudlard, il y a plein de fantômes. Ouais. Non, mais vraiment. Hein. Il y a l'IA à Poudlard depuis. Richard Harris en pive. Je vois pas Sir Thomas qui est remplacé par IA par Alan Rickman en disant oui. Non. Mais non, mais franchement, c'est vrai que c'est bon bah déjà là, à partir de ce constat, à qui ça parle? Parce qu'en plus c'est sur Max, c'est pas au cinéma. On parle que c'est sur une plateforme payante. C'est une série. On est vraiment la génération sacrifiée, quoi. Pas de retraite, des conditions de travail pourries, l'immobilier en berne, et puis on s'attaque à toutes nos idoles. Vraiment, il n'y a rien qui va. Je te le fais pas dire. Le live de la dépression. Bon, après, tout n'est pas négatif non plus. Il y a après, il y a des productions qui, moi, me plaisent. Voilà, c'est extraordinaire encore. On fait de la qualité. Mais je pense que dans cette masse, on s'y perd un peu. Parce que forcément, il y a une hausse de l'offre, forcément, tu vois. Et la petite pépite, tu vas avoir tendance à l'oublier plus facilement qu'avant. Faut aiguiser son discernement, en fait, à notre époque. C'est vraiment... quitte à des fois louper un film plutôt que d'aller en voir un à tort. Mais... Ouais, après, tu vois, moi, je suis curieux et c'est le seul film qui me donne envie parce que je sais même que si je fais payer 15 € la place, j'en aurai pour du spectacle. Le film de l'année prochaine que je suis sûr d'aller voir au cinéma, hein, c'est le dernier Mission Impossible. Voilà, c'est le seul parce que c'est du spectacle. Parce que Tom Cruise, il se fout pas de ta gueule. Quand tu vas mettre 15 €, tu vois,
tu sais pourquoi tu l'aimais. Donc, le reste, j'attends. Oui. On l'a vu avec Top Gun 2. Hein. Exactement. Faut pas de ta gueule. Bon, les gars, changeons de sujet. Est-ce que Allez. ça vous dirait un petit top flop de l'année qui vient de passer, 2024, en vitesse là? Ok. Bah écoute, Rémi, est-ce que tu veux commencer? Bah, comme disait David en, en off, ça ira très vite pour les tops, puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en vrai, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de films. Mais Ouais. vraiment, les deux films que j'ai envie de citer là tout de suite, c'est L'amour ouf et Monte Cristo. Pour moi, ça a vraiment été. Et c'est deux films français. Et je salue vraiment le travail qui a été fait sur ces films-là. D'ailleurs, j'ai regardé Bac Nord il y a quelques jours que je n'avais pas encore vu, qui est pour moi un très très bon Génial. film également. Très très bon. Mais vraiment, Monte Cristo et L'amour ouf, je peux que vous les recommander parce que Monte Cristo, c'est un film d'époque qu'on ne fait plus. Et avec une BO incroyable que j'ai encore écouté récemment. Des acteurs qui jouent parfaitement bien. Il n'y a aucune fausse note. Ce sont de très bons acteurs qui ont été bien castés pour le coup. C'est des acteurs de théâtre aussi. Et non, franchement, je suis admiratif vraiment du travail qui a été fait autour de Monte Cristo, sur les décors, sur la réal, sur l'histoire forcément. Bon, on la connaît pour ceux qui ont lu le bouquin, qui connaissent un petit peu l'histoire évidemment. Mais l'interprétation est magnifique, donc vraiment c'est top. Et L'amour ouf, pareil. J'étais subjugué, vraiment, c'est incroyable. Voilà pour moi mon top 2. Moi, pour te rejoindre, Rémi, en top, j'aurais aussi dit le Monte Cristo. Donc, le conte de Monte Cristo, j'ai adoré vraiment. Alors, je sais que beaucoup l'ont critiqué avec Pierre Ninet, qui n'était pas forcément crédible. Moi, je suis pas forcément d'accord. J'ai trouvé très crédible. Voilà, après, c'est mon avis, hein, tu vois. Et j'ai trouvé que voilà, ça donne une belle image du cinéma français. On est capable de faire de belles choses, de grandes choses. Et rien à envier à certaines productions américaines, tu vois. Et quand j'ai fini le visionnage, je me suis dit, putain, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un truc français qui a de la gueule, qui a du cachet, tu vois. Voilà, ce qui manque aussi un peu. Donc voilà, je te rejoins sur le conte de Monte Cristo. Bon, moi, ça va aller vite. J'ai pas vu de film cette année. Enfin, pas ceux qui sont sortis cette année, en tout cas. Donc, je me garderai bien d'avoir un avis. Par contre, je suis intéressé par ce que vous dites sur le conte de Monte Cristo, parce que j'avoue que je fais partie des détracteurs, dans la mesure où j'avais tendance à considérer que Pierre Ninet, il me paraissait un peu jeune pour jouer le comte de Monte Cristo. Mais du coup, je vais aller à l'encontre de mon avis et je vais le regarder. Toi, David? Conte de Monte Cristo avec avec Madame Web, excellent film. Et puis Cravate le chasseur. Non, je plaisante. Les gens, ils se demandaient s'il était sérieux, tu sais. Il fait son top et son flop en même temps. On sait pas trop. Mais il dit pas Non, lequel. franchement, le conte de Monte Cristo, je pense que c'est vraiment celui que je mettrais en premier. Le deuxième, je mettrais Horizon. de Oui, Kevin Horizon. Kevin Costner, Euh, ouais. Le troisième, je mettrais Dune 2. Et puis L'amour ouf, je l'ai pas vu, donc je ne sais pas. Je l'ai pas encore vu, je le verrai là bientôt. Et comme toi, j'avais une a priori sur Pierre Ninet parce que moi je l'avais vu dans deux, enfin je l'avais vu dans d'autres films, mais il y a deux films sur lesquels j'avais aimé, c'était Yves Saint Laurent et La Boîte Noire. Ouais. Et dans ses autres productions, il faisait du Pierre Ninet en fait. Donc déjà il au était un niveau peu de son jeu finesse, d'acteur, etc., ça me cassait un peu les couilles. Moi, c'est un peu comme du Jean Dujardin. Il fait du Jean Dujardin, tu vois. C'est voilà. Et Si on parle de la série Zorro, Zorro, je sais ouais. pas si vous l'avez vu. 117. Ah, C'est si une je l'ai vu, catastrophe. putain. à chier des bulles carrées. À chier des bulles carrées. J'en peux plus, moi. C'est dommage, hein, parce que la photo est bonne, la production est bonne. Ouais, Ils ont mais c'est mal respecté joué, tout quoi. et tout, mais c'est mal joué, c'est mal écrit. Dujardin, il joue bien quand il parle pas, hein, sinon. Non, mais c'est Moi, je ouf l'aime bien, parce que Dujardin, mais là, ouais, non, il s'est il est bien. foiré, quoi. Il est bien, ouais. tu aurais pu le Là, prendre au sérieux, cet angle-là, et pas le faire en mode OSS 117 Diego de la Vega, quoi. Enfin, sincèrement. Mhm.
Ouais, Donc mais je pense voilà. que c'est Alors, un peu, c'est un peu une espèce de tentative ratée de revival de l'esprit Canal, en fait. Ouais, peut-être. ouais, bah c'est en J'ai fait oui, l'impression, tu sais, c'est un peu platane du pauvre. C'est un peu ça. à pas se prendre au sérieux, à pas, ouais, genre nous on est Canal, on est cool, quoi. Enfin, tu sais, moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu en le voyant. Ouais. Non, bah pour le coup, alors ça, en série Shogun, que je mets en tête, voilà. J'ai oublié aussi The Substance, très bonne pépite cette année, en fin d'année Mhm. d'ailleurs, En film, cette oui, fin tout à d'année, fait. ouais, en film. Après, Juré numéro 2, si on peut le citer. lequel? Juré numéro 2, dernier Clint Eastwood. Alors oui, mais Nicolas Moult, je peux pas. Hein, Ah ouais? franchement, je trouve que il a zéro charisme. Il a le charisme d'une huître. Franchement, j'ai beau là en plus, on le voit vraiment dans un rôle dramatique qui puise vraiment dans l'émotion et dans le comment cacher ses émotions par rapport à la peur qu'il a, par rapport au fait est-ce que c'est lui, est-ce qu'il se demande est-ce que c'est lui, est-ce qu'il a vraiment fait, est-ce qu'il l'a fait, est-ce que même toi en tant que spectateur à un moment donné, plus tu t'arrêtes, tu dis tu doutes. Et ça, c'est la mise en scène d'Eastwood qui est bonne. Ouais. Donc, mais lui, non, en fait, il me procure zéro émotion. J'aurais plus vu un Andrew Garfield dans le rôle, tu vois. Ah ouais, Ce rôle-là. ouais, pas faux. Pas faux, pas faux. Bah, t'as des acteurs comme ça, des fois, tu sais pas pourquoi. Ouais. Pour Moi, Moi, il me fait rien. moi, Et j'ai rien contre lui, hein. Tu vois. J'ai pas ça me d'a fait la même priori. chose avec Ryan Gosling. Je sais pas, il y a Ouais, que bah dans voilà. La La Land où je l'ai apprécié, mais sinon dans le reste de ses films. Exactement. Enfin, tu vois, Drive, La La Land, c'est tout ce que je retiens moi de lui, tu vois, par exemple, parce Ouais. que tout le reste, il T'es est fan. monocorde, il est, tu vois, dans Blade Runner 2049, Oh ouais, putain. voilà quoi, c'est pas non plus, on est très loin en fait d'un Harrison Ford. Par Loin contre, de- moi, les gars, je vais me faire des ennemis, mais moi, Dune, mais je le mets en flop, hein. Ouais, Honnêtement, moi aussi. C'était je dans mon sais. flop aussi. Ah Je ouais, me suis ouais, mais endormi devant le premier. je me suis Alors, endormi devant. Ouais, laisse tomber. moi, je me suis endormi devant le premier au cinéma avec Nico que je salue. Pareil. Et ça, à un moment donné, ça nous est arrivé Nico, quand il nous fait la grosse voix, tu sais, la grosse voix d'ordonnance là et d'ordre. D'un seul coup, tu sais, en plus, t'es en VO, donc tu avais des grosses basses d'un seul coup. On s'est réveillés comme ça. Ça nous a réveillés. Mais le 2, j'ai kiffé. Le 2, j'ai kiffé. Ok, Voilà. bon, bah, à Le voir. 2, j'ai Mais kiffé. Mais après, moi, c'est toute cette génération d'acteurs un peu à la Chalamet qui bah, pareil, moi, hein, Dieu, m'inspire, oui, quoi. oui, oui, oui. Après, je suis pas fan de Chalamet non plus, moi. Comme tu dis, cette génération d'acteurs où en fait, ils sont starifiés dès le deuxième projet. Et moi, ça me c'est dérange. ça, c'est ça. Ils Mm. sont portés à des espoirs de fous. Tu as Tu vas le l'impression voir qu'en fait, ils partout veulent après. tellement remplacer tu vois, le cinéma vieillissant qu'il faut absolument. Ah, il faut trouver le prochain Ouais, Brad genre, Pitt, le prochain Tom Cruise, le il nous prochain faut des machin. nouvelles gueules, quoi. Ouais, mais tu vois, Au lieu de juste laisser les choses arriver. et c'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on est dans la comparaison. Mm. Même les professionnels disent il faut absolument que voilà, les studios trouvent le prochain Tom Cruise, le prochain ceci. Non, c'est pas le prochain Tom Cruise. Il faut trouver le prochain acteur qui va bouleverser les choses. C'est ça qu'il faut. C'est Oui, pas voilà. comparer avec ce qui a dit exister. Puis C'est c'est cruel de condamner quelqu'un à prendre la relève de Tom Cruise, par exemple, parce que, enfin, s'il faut vraiment avoir le prochain Tom Cruise, le pauvre, ce qu'il va devoir s'infliger pour être au niveau, quoi. mais Alors c'est que ça. Tom Cruise, en fait, juste, bah, c'est Tom Cruise, c'est lui. Ouais, ouais. Il force pas. Mais, Il est comme il est. Il mais fait du oui. Tom Cruise. Mais de toute façon, c'est simple. Hein. Après Tom Cruise, il n'y aura plus personne hein, comme lui. Oui, voilà, bah, c'est comme Bruce Lee. Après Bruce Lee, il n'y a pas eu de nouveau Exactement. Bruce Lee. Enfin, Tu prends des Stallone ou des Schwarzy, c'est pareil. Hein. Bébel. Il n'y aura plus Bébel après Bébel. Ouais, ah ouais. Bébel. bah, Voilà. il y a déjà plus Bébel, d'ailleurs. Bah non. Mais si, il y a Omar Sy. Oh. Oh, c'est vrai, on avait oublié. Pardon, Omar. Ah ouais. Oh. Sartek, la Bon. réussite française. En Non, mais série, voilà, en série, moi les gars, je le noterais, c'est Dark Matter. C'est une production Apple TV+. Ah, j'aime beaucoup. J'avais adoré, vraiment.
J'adore ça. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre. Ils nous ont annoncé une saison 2. Ouais. Bon, écoute, on verra bien si ça. Série de science-fiction sur les mondes parallèles, sur le multivers, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Avec Jennifer Connelly, que je kiffe. Ouais. D'ailleurs, les mecs, je peux vous conseiller, c'est donc le scénario à la base, c'est le livre de Black Crouch, je crois, Dark Matter. Et il y a Wayward Pines. C'est 3 bouquins de lui. Voilà, c'est génial. Ça a été adapté aussi. Ça a été adapté aussi en série. Wayward Pines, je crois que c'est le réalisateur de Split. Comment il s'appelle lui, le réalisateur de Split? Ah, Night Shyamalan. Ouais, Night Shyamalan, voilà. Et c'est pas mal, c'est pas mal. La série, elle est bien, la saison 1. Moi, je vous la conseille aussi, Wayward Pines. D'accord. Dans mon top aussi, je mettrais aussi City of Darkness, en ce qui me concerne. C'est un film hongkongais. Parce qu'on forcément, il est un peu moins exporté et moins bien distribué sur notre contrée. Mais le cinéma hongkongais, franchement, ils ont des pépites, comme le cinéma coréen d'ailleurs. Pareil, une série que j'aime beaucoup, qui est sur Disney+, série coréenne qui est adaptée d'un webtoon. C'est comment elle s'appelle? Le truc avec la mort. Ah putain. Putain, ça me parle. Mais c'est ATX Skin qui le dit, le jeu de la mort. Le jeu de la mort. Merci, mon ATX. Voilà, c'est ça. C'est top. Allez, j'ai adoré. Aux petits oignons. Pépite. Ah ouais. Génial, cette série. Il y en a eu pas mal comme ça qui sont sortis sur Disney+, sans aucun marketing, aucune pub, etc. Qui sont dans le fond du catalogue. Et des fois, pour aller les chercher, il faut taper le titre en anglais et pas en français. C'est presque ça qu'il faudrait aller mater, finalement, si on veut trouver... Ouais. Ah oui, complètement. Il y a une autre série aussi que j'ai vue, mais je crois que c'est l'année dernière. Mais sinon, franchement, série coréenne, très très fort. Très très fort. Oh ouais, Jeu de la mort, je la conseille à tout le monde. Je passe par toutes les émotions dans ce film. Dans cette série, pardon. Ouais, c'est bon, franchement, c'est issu d'un webtoon, donc déjà bravo en fait à ceux qui ont créé le manga, déjà, pour le coup. Mais l'adaptation, elle est super bien faite. Franchement, ça joue très très bien. Moi, j'adore l'actrice qui joue justement sa petite amie. On la retrouve dans beaucoup d'autres productions coréennes. Je l'adore. Un charme de ouf. Elle est très charmante. Ouais. Bon, les gars, vu l'heure, on enregistre là depuis 2h45. Je propose qu'on en termine par là. Je vous remercie en tout cas. Une chose à rajouter avant qu'on se quitte? J'ai faim. Non, mais il y a aussi, je voulais dire, un petit documentaire que j'ai vu récemment sur Max. S'il y a des amateurs de rugby qui passent par là. Un super documentaire sur Jonah Lomu, qui est dispo sur Max, qui dure une petite heure, hein, c'est pas très long. On en apprend plus sur sa vie. En fait, c'est des archives des années 2000 qui ont été regroupées pour du coup former ce documentaire, et c'est très très intéressant. Donc voilà un petit peu sa vision au-delà du sport et du rugby, de la vie tout simplement. Et c'était un mec qui était atteint d'insuffisance rénale et qui a eu de multiples opérations, etc., qui a traversé beaucoup d'épreuves, et je trouvais ce documentaire très, très chouette. Donc voilà, pour les amateurs de rugby et juste de performance sportive, etc., ou juste de dépassement de l'humain, de soi, etc., c'est un très beau documentaire que je recommande. Voilà. Okay. Pareil, j'en recommande le documentaire sur John Williams sur Disney+. Ok. Voilà. Effectivement, il faut que je le voie aussi. Je vous le conseille, c'est réalisé par le petit protégé de Chamblin Entertainment de Spielberg. Donc c'est Spielberg qui le fait quelque part. C'est fait vraiment avec amour et énormément d'archives, etc. Et voilà, c'est le seul qu'on a. Hein. Il faut le savoir, hein. Sur John Williams, c'est le seul qu'on a. Au vu de son âge, c'est un petit cadeau doré. Il faut mettre de côté parce que ça, vous n'en aurez pas deux. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Et en plus, il faut en profiter, c'est 1,99 l'abonnement Disney Plus ce mois-ci. Jusqu'au 20 janvier, je crois, quelque chose comme ça. Mais avec plein de pubs. Bon, ok les mecs,
C'est noté. Bon, en tout cas, les gars, je vous remercie pour ce moment avec vous. J'ai appris plein de trucs. Et puis, hâte d'enregistrer une prochaine fois avec vous. Avec grand plaisir. C'est toujours sympa de se faire accueillir sur ton émission. Merci pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, quittez pas, on se reprend juste après. Je rappelle aux gens qui nous écoutent en rediffusion que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez regarder la rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Horatio Podcast, sur Instagram, à venir m'envoyer un message pour réagir à ce qu'on vient de dire. Ça compte, votre avis compte, et puis à réagir aussi avec un petit pouce en l'air sur YouTube et un petit 5 étoiles sur Spotify. Voilà, merci à tous et à la prochaine. Ciao. Salut, ciao. Salut.